Bienvenue à ce premier webinaire Analytech sur le sujet la stabilité des formules cosmétiques au service des ventes, ou autrement dit, comment est-ce qu'une étude de stabilité physico-chimique peut aussi apporter des arguments marketing. On va très vite rentrer dans le vif du sujet. Préalablement, je souhaitais vous présenter succinctement voilà, les différents intervenants. Merci beaucoup. Pour ma part, j'accompagne la société Analytech et les marques du groupe CCA sur les sujets liés au marketing et à la communication, dont la mise en place de séminaires, d'où ce premier webinaire ce matin. À mes côtés, Gaël Gervais, bonjour, responsable du laboratoire Analytech, docteur en chimie, qui va nous exposer le sujet de ce matin. Et enfin, Jean-Louis Fiacre, qui est directeur commercial du groupe CCA, qui va nous rejoindre en deuxième partie pour animer la partie questions-réponses. À ce sujet, n'hésitez pas d'ailleurs à poser toutes vos questions tout au long de la présentation. Vous avez une bulle de chat qui s'appelle Converser. On essaiera de traiter un maximum de questions à l'issue de la présentation et vous aurez de toute façon les coordonnées de Gaël et de l'équipe commerciale pour pouvoir entrer en relation pour la suite si besoin. Voilà, il me reste à vous souhaiter un excellent webinaire et je passe la parole à Gaël pour présenter le contenu d'exposé. Très bien. Avant tout, merci Caroline. Donc, je vais vous parler des études de stabilité et de tout ce que ça peut vous apporter, notamment comme argument marketing. Avant ça, je vais juste vous présenter rapidement qui on est. CCA Group, donc Cosmépark, Cosmévac, Analytech. Nous sommes 3 laboratoires indépendants qui sont spécialisés dans la sécurité et aussi l'efficacité des produits cosmétiques. On accompagne des marques, des créateurs, des distributeurs, des fabricants de produits cosmétiques lors de la mise sur le marché de leurs produits. Alors, de même qu'on a un petit peu l'habitude de faire cohabiter des disciplines, la toxicologie, la microbiologie et la chimie analytique, qui parfois s'ignorent un peu et ont un peu de mal à communiquer, on souhaitait, lors de ce webinaire, de ce premier webinaire, profiter de ce moment pour aussi faire communiquer peut-être des gens qui ne sont pas toujours rassemblés et toujours, communiquent pas toujours très bien entre eux, notamment ceux qui vont piloter les études de stabilité des produits cosmétiques et tous ceux qui pilotent le marketing. Donc, on va essayer de mettre en œuvre cette même démarche et donner notre point de vue, notre opinion sur le sujet. Donc, concernant l'état des lieux sur les études de stabilité en cosmétique, qu'est-ce qui se fait? Globalement, il y a 2 types d'études qui sont faites. Soit on fait l'étude pour des questions purement de conservation des propriétés marchandes du produit, c'est-à-dire dans quelle mesure le produit conserve notamment ses aspects macroscopiques, l'aspect couleur, odeur, les qualités organoleptiques chez le consommateur, pour que celui-ci ne soit pas déçu au cours du temps, mais aussi sur cette partie-là, les mêmes propriétés entre le fabricant et le distributeur, puisqu'un produit peut parfois rester plusieurs années avant d'être vendu. L'autre raison majeure pour laquelle on fait des études de stabilité, et notamment nous, à notre niveau, c'est pour des raisons réglementaires. En effet, la stabilité fait partie intégrante des éléments de la partie A qui entre dans l'évaluation de sécurité du dossier d'information produit. À la fois la stabilité formule, la stabilité des matériaux d'emballage et toutes les interactions qui pourraient survenir entre eux. Donc, il faut savoir qu'au niveau des études de stabilité, à ce jour, il n'existe pas de référentiel ou de normes qui vous précisent comment vous devez faire ces études de stabilité. Le seul document qui existe est un document qui émane de l'Organisation internationale de normalisation, l'ISO. Il s'agit d'un technical report, c'est-à-dire c'est un joli catalogue très intéressant qui va recenser toutes les technologies à la fois de vieillissement mais aussi de surveillance des études cosmétiques dans le temps. Le seul petit défaut de ce produit-là, c'est que c'est un très beau catalogue, mais ça ne vous dit pas ce que vous devez faire. Et encore moins, ce n'est pas de recommandation ou d'obligation des études de stabilité. Il n'y a pas du tout l'aspect contraignant. À notre niveau,
depuis pas mal d'années maintenant, on en est à plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'études cosmétiques, d'études de stabilité. Je n'ai pas tout compté, mais on a déjà fait un certain nombre. Et je pense qu'on peut raisonnablement, comment dire, savoir ce que sont les habitudes métiers en cosmétique. Donc, à ce niveau-là, on a généralement deux types d'études. Les études dites temps réel ou ongoing, si on est anglophone, et les études accélérées. Les études temps réel sont généralement menées sur des produits finis qui sont déjà sur le marché, déjà produits, et vont concerner essentiellement les services réglementaires pour faire un suivi des produits au cours du temps, un peu à l'image de ce qui peut se faire en cosmétovigilance, c'est-à-dire je surveille ce qui est déjà sur le marché et je surveille qu'il n'y a pas de dérive qui pourrait être problématique et ça peut être potentiellement l'occasion de faire des rappels de l'eau ou des choses de ce type-là. L'autre aspect, c'est effectivement la qualité qui, elle, va surveiller en continu les produits qui sortent des usines à ce niveau-là. L'autre aspect, donc la deuxième branche des études de stabilité à l'heure actuelle, c'est essentiellement les études donc, en temps accéléré. Alors, il y a différentes conditions de stockage, mais les plus connues, c'est 40 degrés, 75% d'humidité. Ce sont des conditions qui sont issues du milieu pharma. Et à ce niveau-là, qui va être intéressé par ce type d'études accélérées? Essentiellement donc, les services de développement formule, les services R&D, et aussi les services réglementaires, dès lors qu'on va mettre dans ces études de stabilité une dimension sécurité. Ça va venir rejoindre le dossier d'information produit et l'évaluation de sécurité. Ces études de stabilité sont majoritairement faites sur des semi-finis ou des vracs, voire des produits conditionnés dans le futur emballage, mais où tout n'est pas complètement arrêté. Le défaut majeur de ces études-là, c'est essentiellement que ça reste une simulation avant la mise sur le marché. Et donc, comme tout modèle, c'est un défaut, c'est-à-dire que ça ne vous garantit pas que c'est comme ça que ça va se passer. Qu'est-ce que l'on regarde quand on fait une étude de stabilité? Donc, ce que contient l'étude de stabilité, va dépendre très majoritairement de l'objectif de celle-ci. Si c'est une étude de stabilité uniquement pour vérifier les qualités marchandes du produit, on s'en tient généralement à ce que je disais, des paramètres macro, c'est-à-dire les paramètres organoleptiques, la viscosité, la densité, l'aspect visuel du pack, tout ce qui pourrait être lié aussi au contenu, au fait qu'il n'y ait pas de part en pomme significative pour que entre guillemets, le consommateur achète un produit qui en est pour son argent. L'autre aspect, effectivement, si l'étude de stabilité est faite essentiellement pour des questions de sécurité, là, on va venir rajouter beaucoup de paramètres, notamment des paramètres chimiques, comme le pH, les teneurs en conservateurs, des paramètres microbiologiques, que ce soit la propreté, mais surtout aussi l'efficacité antimicrobienne, qui est beaucoup plus, normalisée via les challenge tests. On peut également rajouter, si l'on compare le vieillissement de la formule en vrac vert et dans son emballage final, des notions de compatibilité, des notions de migration, et il est tout à fait possible de formaliser les résultats et la stabilité avec un système de notation qui permet de garantir cette stabilité. Donc ça, c'est en gros ce qu'il faut en retenir de tout ça, c'est que globalement, une étude de stabilité, c'est une durée dans l'approche de time to market qui est incompressible. C'est-à-dire qu'avant même que le produit rejoigne le marché, on va devoir passer par cette étape-là qui est relativement longue et qui est souvent pas forcément très bien compris et supportée par les équipes marketing, alors qu'on a nos services développement formule qui, eux, s'échinent à faire ça le mieux possible. L'autre aspect, c'est que ces études-là peuvent représenter un coût assez important qui va être supporté essentiellement pour ce qui est des études accélérées, par le service de développement formule et ou le service réglementaire. Et effectivement, globalement, ces études-là ne rejoignent quasiment jamais le département marketing, c'est-à-dire que
Il n'y a pas de valorisation qui est faite. Au final, le sentiment, nous, qu'on en a, c'est que l'étude, plus elle est complète, plus elle contient d'informations, notamment de sécurité, plus elle est coûteuse, parce que ça correspond à énormément de tests qui sont effectués, et bien moins cette étude intéresse de personnes. C'est-à-dire qu'à part la personne responsable de projet de développement formule, tout le monde passe à côté. Et pourtant, ces études qui sont très complètes, elles contiennent énormément d'informations et on a probablement possibilité d'obtenir et de sortir de tout ça beaucoup plus de choses. Et sinon, à part ça, donc en parallèle de stabilité, ce qu'on constate surtout, et je pense vous les premiers, c'est que le marché des cosmétiques actuellement évolue, il évolue constamment, mais il évolue particulièrement de façon, j'allais dire, violente ces derniers temps, de façon marquée, avec notamment l'arrivée de nouveaux acteurs sur le domaine. J'entends par là les applis. Alors, on a des petites illustrations qui correspondent. Clairement, les habitudes de consommation sont en train de changer. On est face à des consommateurs qui veulent décider de ce qu'ils achètent, de ce qu'ils veulent mettre sur leur peau. On parle souvent de consommateurs. Ça, c'est... Merci Caroline de m'avoir identifié cet argument marketing. Clairement, on a des consommateurs qui pensent être connaisseurs, mais je pense qu'ils sont aussi connaisseurs, qui vont avoir des attentes de plus en plus élevées en termes de technologie, de produits sur mesure. Voilà. Il y a certains acteurs qui se sont lancés là-dedans à grande échelle. Ils ont aussi besoin de produits plus sûrs, de produits sains. Alors ça, c'est la revendication, c'est le sang. De la même façon, ce qu'on constate, c'est que les marques avec lesquelles on travaille sont peut-être un petit peu à réaction, c'est-à-dire qu'elles réagissent, elles suivent le consommateur, elles ne sont plus décideuses et qu'elles ne sont plus dans l'anticipation qui normalement devrait les mouvoir et être moteur de toute la création et de tout le développement formule. On constate une course à l'argument marketing pour justement répondre à ces attentes-là, qui conduit parfois peut-être à certaines tensions entre des services R&D réglementaires et des services marketing, où notamment face aux allégations, on n'est pas tout à fait d'accord sur le chemin qui peut être pris. En parallèle de tout ça, il faut bien avoir en tête que les marques vont être vraiment surveillées, elles vont être scrutées, elles vont être challengées aussi par les autorités, par les laboratoires de contrôle, par effectivement aussi les associations de consommateurs, et que les arguments marketing qui sont avancés, il va falloir les vérifier. Donc là, on rentre dans le domaine des allégations où il va falloir vraiment être capable de prouver l'efficacité, la performance d'un produit, et ça va être aux marques de justifier tout cela et également de disposer des moyens de preuve, des études scientifiques qui permettent de justifier ces allégations. Il faut savoir aussi que les acteurs avec lesquels nous travaillons, donc les autorités et les laboratoires de contrôle, vont très probablement être de plus en plus puissants dans les mois, années à venir. Voilà, on fait mention d'un rapport de la Cour des comptes, mais clairement qui identifie qu'en cosmétique, l'ANSM doit clairement muscler son jeu et être beaucoup plus présente. Voilà. Donc, comme je disais, il va être très important de prouver les allégations ou les revendications de produits. Ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'effectivement, l'allégation, elle repose essentiellement sur la performance du produit, sur un effet lié au produit,
que cette performance, cet effet, doivent être démontrés soit par des tests cliniques, ça peut être également des tests à l'usage, c'est-à-dire soit vraiment dans la preuve scientifique, soit plutôt dans le ressenti et le bien-être apporté. Ça peut être également supporté par la bibliographie, que ce soit les revues pharmaceutiques, médicales ou cosmétiques, sur la présence et l'action de certains actifs. Donc, globalement, il faut avoir en tête que la performance cosmétique, elle repose très essentiellement sur la présence d'actifs chimiques, qui vont probablement aussi être scrutés par ce qu'on disait les autorités de contrôle, parce que ce sont ces substances chimiques qui sont à l'origine des effets, donc des revendications. Ces autorités de contrôle vont vérifier qu'ils sont bien présents et marcher. Donc potentiellement, comme on disait, des produits qui peuvent être en magasin depuis très longtemps et pour lesquels les teneurs en actifs peuvent avoir sévèrement chuté. Donc, ce qu'il en ressort, c'est qu'il va falloir avoir un double aspect assez important, c'est qu'il va falloir prouver que vous avez bien les actifs et prouver que ceux-ci restent maintenus à un niveau d'efficacité dans le temps capable d'accompagner le produit tout au long de sa vie. Et clairement, c'est ce que vont scruter les autorités sur ces produits-là qui sont potentiellement, je vous dis, qui sont déjà à mi-vie ou proches de leur fin de vie. Donc, dans ce climat qu'on peut qualifier de plutôt anxiogène, de globalement assez négatif, qui a tendance un petit peu à aspirer tout le monde, je ne dis pas inspirer, mais à aspirer, il est important de changer de paradigme, c'est-à-dire de vision du monde, et vraiment de transformer ces attentes actuelles en quelque chose de beaucoup plus positif. On va arrêter de dire je fais sans ça, je vais faire avec, et avec du bien. Donc pour ça, on va vraiment s'appuyer sur la performance et l'efficacité des produits et aussi toutes les informations liées au fait que ces performances vont durer et elles soutiennent le produit dans le temps. Donc c'est tout l'intérêt pour nous de faire des études de stabilité qui intègrent les notions de performance, les ESP, voilà, donc qui vont éviter que vos formules dérapent et sortent de la route. Voilà, c'était la petite blague moyenne. Pour ceux qui aiment les voitures, ça parlera. Non, mais plus simplement, le raisonnement qu'on essaie de tenir, qui nous paraît relativement simple, c'est d'être capable de mesurer la performance du produit cosmétique via un certain nombre de tests, notamment de tests cliniques, d'avoir les conditions physico-chimiques dans lesquelles le produit arrive à ce niveau de performance-là. Si je suis capable de démontrer que ces paramètres, ces conditions physico-chimiques se maintiennent tout au cours du temps, eh bien, j'ai le droit de dire que ma performance est assurée sur toute la durée de vie du produit, toute la durée de vie estimée du produit. Voilà, comme ça, on est capable de répondre aux attentes maintenant, mais aussi demain, et à la fois aux consommateurs et aux autorités. Comment ça pourrait se traduire de faire une étude de ce type-là? L'idée, c'est tout simplement de profiter de ce que je disais tout à l'heure du temps incompressible des études de stabilité en rajoutant des éléments qui vont finalement changer la portée de l'étude de stabilité. On va rajouter notamment dès le début de l'étude de stabilité, dès que la formule aura été validée et lancée en stabilité, les tests cliniques qui permettent de justifier de la performance. On va lancer les tests chimiques qui permettent de
caractériser la formule et qui vont nous dire, voilà, au cours du temps, je vais surveiller ces paramètres physico-chimiques pour garantir que ma formule n'évolue pas de façon significative. Je peux également lancer toute la partie microbiologique de façon à garantir la sécurité du produit. Je peux également rajouter des notions d'interaction, de migration, qui vont, elles aussi, renforcer la notion de sécurité. Et donc, je vais, au cours de ces 3 mois minimum d'études de stabilité accélérée, contrôler tous les différents paramètres pour garantir ces éléments-là au cours du temps. Donc, l'un des critères essentiels pour nous, c'est de monitorer la présence et le devenir des actifs chimiques à l'origine de la performance et l'efficacité du produit. Donc, quand on parle de performance, on parle aussi de tout ce qui pourrait être lié aux allégations, avec toute la terminologie positive liée à l'efficacité des produits. Eh bien, il faut bien avoir en tête que ces efficacités, ces revendications reposent donc sur des familles de composés, certains voilà, très bien connus. Il y a énormément d'actifs possibles. Il faut savoir que la plupart d'entre eux, on peut très bien les mesurer. Ça ne pose pas de problème, surtout qu'ils sont généralement présents en concentration relativement importante, suffisamment pour avoir effectivement une activité. Et donc, on peut très bien monitorer ces actifs dans le temps. Alors, malgré tout, les stabilités de performance, donc les études de stabilité de performance, auront malgré tout des limites qui sont les mêmes que les études de stabilité accélérée, à savoir ce que je vous disais tout à l'heure, qu'on reste dans le monde de la simulation, où on simule le vieillissement du produit. Et il va falloir garantir que ces modèles de simulation correspondent bien à la réalité. Donc, ça se fait d'une façon très simple, c'est de vérifier en temps réel sur des produits qui auront été développés via ces études de stabilité et de les monitorer en temps réel et de contrôler que le modèle d'évolution est bien le même en temps réel qu'en temps accéléré. Et par contre, on ne fait pas ça sur toute une gamme. On va cibler vraiment quelques formules qui présentent un intérêt, notamment celles qui concernent qui contiennent les actifs chimiques les plus fragiles ou les plus concentrés ou ceux qui sont les plus coûteux. L'autre hypothèse de notre raisonnement concernant la stabilité de performance, c'est de partir du principe que si je n'ai pas d'évolution significative de la formule, et notamment des conditions physico-chimiques de la formule, je n'aurai pas d'évolution de la performance du produit. Donc c'est ce que je mets, hein, la biologie elle est ce qu'elle est, elle est un petit peu versatile, et voilà, les mêmes effets, les mêmes causes ne produisent pas toujours les mêmes effets. Mais ça, il suffit tout simplement de le démontrer. Pareil, on ne va pas le faire sur toutes les formules, sur toutes les études. On va cibler quelques formules un peu critiques sur lesquelles on va se permettre de faire les mesures, les tests cliniques ou des mesures relativement simples qui vont justifier du maintien de la performance au cours du temps et qui garantissent finalement que la non-évolution physico-chimique soutient bien la performance du produit. Alors, il faut savoir que ces démarches d'études de stabilité, qui sont basées aussi sur une démonstration scientifique, à la fois de l'efficacité, mais aussi démonstration scientifique de la tenue de la formule, ce que j'appelle la démonstration par la preuve. Globalement, ce sont des études qui sont très bien perçues, à la fois par les autorités de contrôle, qui sont également très bien perçues par les évaluateurs de la sécurité et les personnes responsables, tout simplement parce que eux, dans leur évaluation de sécurité, vont engager leurs responsabilités et que tout élément scientifique de preuve qui va dans le sens du bien fondé, de la sécurité du produit et de l'efficacité du produit va les aider dans leur prise de responsabilité et dans leur signature. Et l'autre aspect pour moi que je trouve assez important, c'est que là, on tient des éléments importants pour véhiculer une communication positive vis-à-vis du consommateur, notamment sur le fait que la présence des actifs responsables de l'efficacité sont bien là
et on va pouvoir le démontrer, le prouver et en parler. Donc, pour nous, c'est un petit peu l'opportunité de rapprocher à la fois la conception des formules et les services réglementaires du marketing, puisque là, c'est aller vers le consommateur avec une batterie d'arguments scientifiques étayés. Et si je prolonge ma réflexion, finalement, ce qui pourrait être envisagé, c'est de reprendre la main, notamment face à peut-être certaines applications qui favorisent le moins-disant, d'aller vers des applications, nous aussi, vous aussi, qui seraient vers le plus disant cette fois-ci. Alors, voilà, je n'ai pas de copyright sur le nom potentiel d'une application qui pourrait s'appeler Yes We Scan et avec laquelle vous pourriez scanner votre produit et obtenir via cette application finalement une partie des documents qui sont disponibles dans le dossier d'information produit liés à la performance, à la tolérance, peut-être à l'héritage scientifique à l'origine de cette formulation-là, de cet actif, qui pourrait reprendre les notions de stabilité qui justifient de la durée de vie du produit, par exemple, les rapports d'analyse qui justifient de l'absence de tel ou tel composé indésirable, par exemple les plastifiants issus de migration depuis l'emballage, les données de sécurité microbiologique qui autorisent l'utilisation du produit dans une salle de bain, par exemple. Voilà, il y a tout ce qu'il faut. Et tous ces éléments-là pourraient être à disposition et positifs et permettraient de ne pas laisser le champ libre à uniquement des gens ou des applications qui seraient basées que sur ne contient pas, ne contient pas, ne contient pas. Voilà. Donc, c'était ma petite contribution à l'ensemble. Voilà, pour finir, qu'est-ce que une étude de stabilité de performance pourrait amener et en quoi ça pourrait être une aide à la vente? Tout simplement parce que ça permettrait de répondre à certaines questions qui sont importantes dans le cadre de la vente. Je vais juste passer sur la diapo d'après. Merci, Philippe. Alors, finalement, quelle est le but de cette étude? Ça va permettre de répondre à quelle est la performance, l'efficacité du produit. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. On va avoir les éléments qui permettent de justifier de l'efficacité du produit. Et effectivement, cette efficacité, elle est comment dire, soutenue, vendue via les allégations. Je vais être capable de déterminer les conditions physico-chimiques qui permettent au produit d'être efficace. Et une fois que j'ai ces conditions, si je suis capable de démontrer que ces conditions sont stables, je suis capable de démontrer que ces performances seront maintenues sur l'ensemble de la durée de vie du produit. Je peux également, ce que je disais, avoir tous les éléments de sûreté microbiologique et chimique sur l'ensemble de la durée, notamment la survenue de composés indésirables, et avoir des notions de compatibilité pour peu que, dès le début de l'étude de stabilité, comme on disait tout à l'heure, on ait également mis en parallèle des notions de vrac vert et de produits finis conditionnés. Et une fois que toutes ces questions, vous aurez une réponse à ces questions, vous pouvez vraiment affirmer que le produit est et restera sûr d'utilisation, ce qui reste à notre niveau, nous, le cœur même de nos études, c'est-à-dire la sécurité du produit. Vous pourrez affirmer que le produit est et restera efficace dans le temps. C'est également l'occasion peut-être de supporter d'autres revendications ou d'autres arguments marketing, notamment sur la préciosité du produit. Il contient des actifs qui coûtent très cher, qui sont très sensibles, qui sont très variables, et je garantis qu'ils sont dedans. Et donc, ce que vous achetez, vous avez raison de le payer très cher, parce que ce qu'il y a dedans, c'est de l'or. Ça peut être également des notions de durabilité ou plutôt de justesse, c'est-à-dire que vous avez une formule qui contient un actif qui potentiellement, ça peut arriver, ça ne se passe pas très bien, ça descend un petit peu au cours du temps,
eh ben, c'est volontaire d'avoir une crème d'un petit volume pour que, du fait de sa posologie, on ait une utilisation du produit sur un temps court qui est justifiée scientifiquement par le fait que l'actif, il sera présent et efficace que pendant une durée limitée. Et donc, voilà, votre produit, il faut absolument l'utiliser assez rapidement, mais vous avez les éléments scientifiques pour justifier de ça. Voilà, donc c'était mon point de vue. Je le partage bien volontiers. Si vous êtes OK, on peut continuer de discuter de ces éléments-là. Nous sommes, Gaël, moi, Simon et Jean-Louis à votre disposition maintenant et dans les jours à venir pour répondre à toutes vos questions. Et puis, si vous voulez bien, on va poursuivre avec les questions qui sont arrivées sur le chat, très nombreux. Alors, on va changer un petit peu de vision. Voilà. Je reprends. Bonjour Jean-Louis. Bonjour, merci Gaël pour cette belle présentation. Si la chimie, vous n'avez pas happé, je pense que vous auriez pu faire carrière dans l'hémicycle. Oui, peut-être pas. Ou à la mairie de Paris, mais la Lavalière, je vous aurais pas. Bon, c'est déjà pris. Tout ça. Okay. Bien, alors, merci d'avoir été nombreux. On a eu jusqu'à un pic de 70 personnes qui ont assisté à cette première édition de nos webinaires. On est vraiment satisfait de vous avoir parmi nous. Encore une fois, c'est un échange. J'ai vu pas mal de questions et de réflexions, et ça, c'est tout à fait le format de ce mode de communication, et je vous en remercie tous et toutes. Moi, j'ai une petite réflexion. Et puis une question, ma première question. La réflexion, c'est de se dire, on rentre sans doute dans une nouvelle ère. Le consommateur, le consomme-acteur, dont vous parlez tout à l'heure, est de plus en plus exigeant. On va vers effectivement plus de neutralité, de naturalité plutôt, de naturalité. Et paradoxalement, nos métiers nous amènent à devoir être de plus en plus techniques. D'être de plus en plus reproductible, d'apporter de la reproductibilité dans nos études de façon à ce qu'on puisse maîtriser mieux les composants des produits, ce qui ne manque pas d'être un petit peu, je dirais, paradoxal, dans la mesure où on sait que la nature, par définition, n'est pas forcément reproductive. Ma question, c'est une question qu'on se pose généralement autour des stabilités. On sait qu'il n'y a pas de référentiel en Europe en matière de stabilité sur la cosmétique. À l'instar de ce qui se passe notamment aux États-Unis avec les produits OTC, ne pensez-vous pas souhaitable qu'il soit aujourd'hui nécessaire de se pencher plus précisément sur un référentiel de stabilité, puisqu'aujourd'hui, nous puisons l'ensemble de nos études dans je dirais, le sérail pharmaceutique, puisqu'en fait, on réalise généralement des études qui s'apparentent à l'ICH. Voilà. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, avec l'évolution du consommateur, avec ses exigences, il ne serait pas souhaitable qu'on ait des référentiels plus précis en stabilité cosmétique sur notamment effectivement la croissance active, la sécurité des produits, de sorte à ce qu'on puisse avoir une meilleure maîtrise de l'ensemble des paramètres. Oula. Il y a beaucoup de questions dans votre question. Alors j'imagine que ça reprend en grande partie une partie des commentaires qui ont été faits. Oui. Donc, je vais parler en mon nom propre. Ayant partiellement participé aux travaux de l'ISO sur le sujet, effectivement, moi, je viens regretter qu'il n'y ait pas eu finalement une prise de position plus forte de fait, qui permettrait effectivement de définir assez précisément peut-être une ou deux conditions de vieillissement accéléré qui précisent bien vraiment les paramètres à surveiller de façon à effectivement augmenter la notion de répétabilité des études, de fiabiliser le cadre dans lequel elles sont menées
et de normaliser le format qu'elles peuvent prendre, et puis surtout la formalisation aussi des résultats tels qu'ils peuvent être faits. Alors nous, on a choisi de faire ça, de représenter ça via une petite notation typée électroménager, mais clairement, il faudrait une grille de lecture, d'appréciation qui soit relativement standardisée pour qu'on puisse tous parler un petit peu de la même voix et être capable de communiquer aussi donc vis-à-vis des consommateurs ces éléments-là de façon un petit peu standardisée pour que tout le monde parle la même langue. Et clairement, cette approche-là, effectivement, vous le disiez, elle vient et elle est suivie et soutenue en pharma, et notamment en cosmétique aussi, mais sur les marchés nord-américains, on ne peut pas les citer, où dès lors que effectivement le produit a une efficacité ou un effet, il faut disposer d'une étude de stabilité obtenue dans des conditions standardisées qui justifient de la teneur des actifs dans le temps. Donc voilà, on va essayer de tendre vers ça. Ce serait pas mal de l'être, on n'y est pas encore. Merci Gaël. Alors, je reprends les différentes questions qui viennent au fur et à mesure. Questions intéressantes, mais sur lesquelles on a, je pense, pas un énorme recul. C'est sur la stabilité toxicologique. C'est-à-dire qu'on peut effectivement s'interroger sur le fait que comment le produit va se comporter dans le temps une fois qu'il a vieilli. Est-ce qu'aujourd'hui, il existerait des solutions permettant de se dire, voilà, un produit est toléré, bien toléré à un temps T. Est-ce que ce produit, encore une fois, là on parle de simulation, est-ce qu'il existerait des solutions permettant de reproduire et de s'assurer que dans le temps, par une simulation, on puisse avoir le même niveau de sécurité sur les ingrédients? Je pense notamment à la présence d'éléments qui ne seraient peut-être pas apparus au départ et qui apparaîtraient après le vieillissement du produit. Alors là-dessus, il y a pas mal de choses qui peuvent être faites. Soit la bibliographie et notamment la pharmacopée connaît déjà bien l'actif en question et a déjà identifié des impuretés potentielles, et il appartient au laboratoire de suivre ces actifs dans le temps et la survenue de ces impuretés éventuelles. Mais ça suppose effectivement que l'actif ait déjà été très bien décrit dans la littérature, ce qui n'est pas toujours le cas, et encore moins le cas quand on est, on va dire, plus du côté cosmétique et un peu moins du côté pharma. Par contre, je maintiens qu'il est tout à fait envisageable, dans une étude de stabilité accélérée telles qu'elles sont faites actuellement, de prévoir la conduite de tests de tolérance à l'issue du vieillissement accéléré, en parallèle de ce que je disais de surveiller l'évolution formule, de surveiller le fait que la formule n'évolue pas, d'avoir gardé une petite quantité pour un test de tolérance ou un patch, voilà, quelque chose de relativement simple, mais qui va justifier que sur un produit vieilli et qu'on a même pu caractériser comme ayant évolué, on a toujours une tolérance tout à fait acceptable, qui permet de justifier une toxicologie très acceptable du produit. Je ne sais pas si c'est clair ou pas et si ça répond aux questions. En tout cas, si ça ne l'est pas, il est évident qu'on peut toujours y revenir et puis que le dialogue ne se rompt pas à l'issue de ce premier séminaire et qu'on pourra de toute façon y revenir, soit par mail, soit directement par téléphone si vous avez des questions complémentaires. On parle de simulation, effectivement, une température à 40 degrés. Est-ce qu'on est sûr qu'on a une bonne vision de la stabilité sur le long terme? Comment est-ce qu'on s'en assure ça? Ça, c'est une question qu'on nous pose souvent. C'est ça, c'est vrai. C'est un peu l'argument que j'avais tout à l'heure. Il faut garder à l'esprit que, quelles que soient finalement les conditions de vieillissement accéléré que vous allez suivre, ça reste qu'une simulation.
Donc, la seule moyen, c'est de s'en assurer scientifiquement par la preuve, c'est-à-dire de conduire une étude de stabilité accélérée et de contrôler en temps réel que l'évolution formule suit bien celle qui aura été constatée en temps accéléré. En l'occurrence, s'il n'y a pas d'évolution, c'est très bien, c'est de vérifier qu'au cours du temps, sur des produits fabriqués en lot industriel ou en pilote industriel, on vérifie au cours du temps réel, conservé en échantillotech comme la plupart des sites de production sont équipés, de surveiller qu'il n'y a pas d'évolution significative des paramètres ou voire de la toxicologie de la formule. Malheureusement, à ma connaissance, il n'y a pas de grille stricte qui garantit que ce que vous observerez dans des conditions de vieillissement accéléré, 40 degrés, 75% d'humidité, seront exactement ce qui va se passer en temps réel. Le seul moyen, c'est de, ce que je disais, sur certaines formules, de tester ça. Vous n'allez pas le faire, c'est très compliqué de le déployer sur l'ensemble des produits d'une gamme quand on a 70-80 formules. C'est vite très lourd. Donc, on va déployer cette vérification, je fais comme ça, pas j'aille trop vite, si on ne voit pas sur la vidéo, cette vérification du modèle de simulation. On va généralement le déployer sur les extrêmes d'une gamme, c'est-à-dire les galéniques peut-être les plus grasses et à l'inverse les galéniques les plus aqueuses. Et si cette simulation est validée sur ces deux extrêmes, on peut en déduire que la simulation est également valable sur tout ce qui se situe entre les deux. Voilà. Une question intéressante aussi. Nous souhaiterions savoir si, ne serait-ce qu'une seule fois, vous avez observé une différence notable entre les produits après 3 mois à 45 ou 40 degrés, ça va dépendre des protocoles, et après 3 ans à température ambiante. En fait, on comprend effectivement qu'on est face à une simulation, un scénario de simulation. Ce que je comprends de cette question, c'est est-ce qu'on a la capacité de dire, voilà, la projection sur 3 mois à vieillissement accéléré correspond-elle réellement à ce qu'on peut avoir sur un produit fini une fois qu'il a été vieilli dans les conditions normales et à température ambiante? Alors, est-ce qu'on a déjà eu des... Oui, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé effectivement qu'il y ait des, on va dire des distorsions entre le modèle, la modélisation, si vous voulez, et le réel. C'est pas courant, mais ça peut arriver, et ce pour peut-être différentes raisons aussi. Il y a certaines interactions qui peuvent prendre beaucoup de temps et pour lesquelles effectivement le fait d'être à température un peu plus élevée ne reproduit pas le phénomène ou ne le produit pas forcément de façon significativement plus rapide, et donc on n'observe pas le phénomène en accéléré. Malgré tout, c'est quand même, à ma connaissance, très rare. Je dirais que de notre côté, on est à moins de 1% des études pour lesquelles c'est le cas. L'autre distorsion qui peut arriver, par contre, c'est bien sur le même type de conditionnement de formule entre ce qui a été fait sur l'étude temps accéléré et l'étude de temps réel. Autrement dit, si j'ai un tube PEHD co-extrudé de 75 ml, il faut que l'étude temps réel ou le produit soit sur un pack co-extrudé 75 ml de la même façon pour être sûr que notamment les phénomènes d'absorption soient similaires. Ce qui n'est pas forcément simple quand on est quand on est à l'état de développement formule. Ouais. Clairement, ce n'est pas toujours évident. C'est aussi dans cette approche-là on suggère, notamment pour les études qui vont intégrer ces notions d'interaction-migration, d'utiliser davantage, de favoriser les petits conditionnements pour augmenter de façon significative le rapport surface-volume et qu'il soit, entre guillemets, plus défavorable à la formule et maximiser les potentielles interactions qui pourraient avoir lieu, notamment entre formule et pack.
Voilà. Je ne sais pas si... Je revérifie les questions qui sont posées. Je pense qu'on a fait, on a balayé l'essentiel des questions qui se posent. Après, effectivement, on revient sur des questions de change test. Une question sur les cycles intermédiaires chaud-froid, c'est-à-dire que les cycles thermiques, 4 degrés, 40 degrés. Oui. Alors, pour ce qui est du choc thermique, c'est effectivement un autre type de simulation. L'idée, c'est de savoir ce que vous souhaitez simuler. Est-ce que vous souhaitez simuler la vie du produit une fois qu'il est en magasin ou une fois qu'il est chez le consommateur? Et dans ce cas-là, on va éviter plutôt les cycles. Soit on veut aussi essayer de simuler tout ce qui pourrait se passer dans le transport. Et effectivement, entre l'usine de fabrication et le distributeur, on peut avoir des fois des choses qui surviennent. Et effectivement, le choc thermique, pour moi, il présente un intérêt vraiment si vous avez une suspicion ou un projet, on va dire, qui risque de passer par des étapes de transport un petit peu critiques. En gros, vous exportez au Qatar ou aux Émirats arabes unis en avion. Effectivement, dans cette configuration-là, ça peut présenter un intérêt. Pour quelqu'un qui va majoritairement viser un marché européen, et la France notamment, ça reste intéressant, c'est peut-être un petit peu moins critique et un petit peu moins, on va dire, obligatoire pour s'assurer de la stabilité physico-chimique du produit. Très bien. Une dernière question, après on fera une petite conclusion, Gaël. Oui, vous faites des études de stab accélérées directement dans les packs et non dans des pots labo. On fait les deux, mon capitaine. Exactement, on fait les deux. Pareil, ça va dépendre de ce que vous souhaitez démontrer. Si vous souhaitez démontrer l'influence ou l'intérêt ou voilà, la compatibilité entre le pack et sa formule, clairement, il faudra faire vieillir de façon accélérée le produit dans son pack et le comparer au vieillissement de la même formule dans un pack inerte. Généralement, le vrac verre, le pot en verre est utilisé pour cela. Mais après, si vous souhaitez simplement mettre en évidence l'évolution physico-chimique de la formule, parce que voilà, ça reste une émulsion, reste par définition quelque chose d'instable, ça peut très bien se faire dans un pot labo et monitorer l'actif dans le temps à ce niveau-là. Mais effectivement, on va se priver d'une partie de l'information qui pourrait être les interactions liées à l'emballage. Voilà. Mais ça se fait, il n'y a pas de problème. Très bien. Bon. Bien, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier, Gaël, pour le temps que vous avez accordé. Puis je sais le temps de préparation de cette présentation qui a été certain. Oui. Donc, vous remerciez, vous, de votre côté, de l'autre côté de l'écran, de nous avoir accordé du temps, votre confiance également. Et puis, on espère avoir d'autres commentaires, parce que, évidemment, l'objectif de ce type de format est l'échange, et ça, vous y avez participé, on vous en remercie. Cet échange, on souhaite le poursuivre tout au long des jours qui viennent. On est à votre disposition pour rediscuter de ces différents sujets, bien entendu. C'est la première édition de ce que nous souhaitons être une série. En tout cas, chez CCA, on essaye de garder en tête qu'on ne fait bien ce métier qu'à partir du moment où on est dans le partage. On partage des informations de notre expérience, des expériences de nos clients, et on essaye aujourd'hui d'en faire une sorte de condensé au service d'un métier qu'on adore et qui, évidemment, évolue considérablement. Merci encore. On se dit très très vite, Gaël. Enfin, oui. On se dit tout à l'heure. Oui, voilà. Et puis, en ce qui vous concerne derrière votre écran, on se dit à très bientôt sur des salons, sur l'Une Cosmetics de Barcelone ou ailleurs, pourquoi pas. En tout cas, on aura plaisir à partager ces différents sujets
et d'autres, bien entendu. Bonne fin de matinée, un bon appétit, et puis à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.